Bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour un nouvel agro-webinaire du mardi après 2 semaines de repos et on redémarre toujours sur les thématiques santé globale et changement climatique. Et aujourd'hui, on va parler de changement climatique avec un sujet très important en ce moment qui concerne le développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique et en lien avec le changement climatique. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir trois spécialistes de la méthanisation, parce qu'on va parler de méthanisation. Sylvain Marsac, qui est ingénieur recherche-développement à Arvalis, Institut du végétal, qui va représenter le point de vue de la recherche. Udo Kesch, qui est ingénieur chargé d'études biogaz en Pays de Loire, qui est dans l'association L. Il vous dira tout à l'heure ce qu'est l'association L. Et Grégory Vrignot, qui est consultant et qui est dans la société ACE Méthanisation. Et Grégory, lui, représentera le volet plutôt formation, accompagnement formation, alors que Udo sera plus sur l'impact dans la pratique. Je laisse la parole désormais à Sylvain Marsac et nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Je rappelle le cadre, c'est toujours une trentaine de minutes d'intervention et une trentaine de minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions-réponses dans la rubrique QR. Oui, j'ai oublié de vous dire effectivement que en termes d'interaction avec nous, vous avez en priorité le bouton QR pour questions-réponses, où vous pouvez poser toutes vos questions auxquelles répondront les intervenants. Et puis l'autre bouton est le bouton discussion ou converser ou chat, qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de votre éventuel souci technique. Voilà, Sylvain, tu as la parole pour introduire ce webinaire. Merci. Ok, ben merci, bonjour à tous. Donc oui, webinaire sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, tout ça en lien avec le changement climatique. Donc moi je travaille pour Arvalis Institut Végétal dans le département recherche et développement sur tout ce qui est voilà, la valorisation des bioressources. Donc ce que je vous propose, c'est avant tout on se mette bien d'accord sur ce que c'est qu'une cive. Ce que c'est qu'une cive, alors désolé, je vais vous dire aujourd'hui et encore pour peut-être un mois et demi, parce que la réglementation voilà, est en cours d'évolution. Une cive, donc c'est une culture intermédiaire. Et qu'est-ce qu'une culture intermédiaire? C'est une culture qui vient entre deux cultures principales. Et qu'est-ce qu'une culture principale? C'est soit la culture qui est présente le plus longtemps sur l'année, soit celle qui est identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre, soit en place, soit par ses restes, ses chaumes, ses résidus, soit commercialisée sous contrat. C'est une définition qui date de 2016, qui est inscrite dans le Code de l'environnement. Et donc, c'est un code qui est différent de celui du code rural qui régit la PAC. Donc, c'est deux codes différents. C'est une définition qui est très souple et voilà, et qui pose question aujourd'hui avec le développement de la méthanisation. C'est pour ça qu'elle est en cours de révision avec prochain décret a priori attendu pour la fin de l'année ou début 2022. Et donc, ces cultures intermédiaires, l'idée, c'est de bien produire 3 cultures en 2 ans, 2 cultures alimentaires et une non alimentaire. L'idée, c'est de ne pas jouer sur la concurrence d'usage des sols. Et l'objectif principal, c'est de maximiser les services de l'interculture. On ne veut pas se substituer à des CIPAN ou autres, des CIPAN pour des cultures intermédiaires plage à nitrate. On veut remplir tous les rôles qu'ont ces cultures intermédiaires, à la fois de lutte contre la lixiviation d'éléments minéraux, lutte contre l'érosion, mais aussi plein d'autres services de fourniture d'éléments minéraux comme des engrais verts, etc. Et en plus, pourquoi pas produire de l'énergie renouvelable et participer à des objectifs de transition énergétique. Donc voilà pour la définition. Et avec tout ça, on va parler de cives d'hiver ou de cives d'été. Les cives d'hiver qui sont semées en début d'automne et récoltées au printemps. Et les cives d'été, c'est l'équivalent de ce qu'on peut appeler les cultures dérobées, donc semées fin juin, début juillet et récoltées en début d'automne. Voilà pour la définition.
Maintenant, cives et changement climatique, en termes d'introduction, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, le changement climatique, ça peut être une opportunité pour ces systèmes de 3 cultures en 2 ans. Pourquoi, avec l'augmentation des températures, on peut raccourcir un petit peu, enfin, le cycle des cultures peut être un petit peu plus court, et donc il peut y avoir plus de place pour les intercultures et les systèmes de double culture. Néanmoins, c'est aussi un risque, on a de plus en plus de chocs thermiques, donc ces chocs thermiques peuvent bloquer le développement de certaines espèces, hein. Et on a aussi des interrogations sur la répartition de la pluviométrie. Dans les scénarios climatiques, on voit que la quantité globale est quand même assez incertaine, mais elle serait à peu près équivalente. Mais par contre, c'est la répartition qui peut poser question, et à savoir où est-ce qu'elle sera sur l'ensemble de cette séquence de 3 cultures en 2 ans. Et pour information, donc, il y a des dernières publications là, de Nicolas Meyer, donc, ça va être publié en 2022. Donc, il avait fait sa thèse sur la modélisation des couverts. Il estimait qu'un couvert d'interculture en général, pas les cives, ça avait un enjeu de 30 mm par an. Ça pouvait réduire le drainage d'environ 30 mm par an. Donc voilà, ça peut faire partie aussi des questions qu'on peut avoir sur ces cives. Juste pour faire état, on en parle beaucoup en ce moment, mais ce n'est pas une question nouvelle, hein. Il y a des travaux qui ont lieu depuis une quinzaine d'années. Donc, les premiers travaux, ils ont surtout concerné la conduite de culture, hein. Et ensuite, il faut bien l'avoir en tête, hein, on fait bien 3 cultures en 2 ans, il faut bien s'intéresser à une séquence de culture. Donc, la majorité des travaux depuis concernent cette séquence de culture, hein. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on va de plus en plus vers une régionalisation des recommandations parce qu'on ne fera pas la même chose quand on est dans l'ouest de la France ou dans le Grand Est ou en Île-de-France ou dans le Sud-Ouest, etc. Donc, il y a une revue biblio, si vous voulez, qui devrait paraître bientôt. Elle est en cours de soumission donc, par Camille Launay, qui fait sa thèse à l'INRAE avec la participation de GRDF. Et juste pour dire, c'est une problématique qui est très largement française, hein. Il y a peu de références au niveau international ou d'attentes équivalentes. Il y en a quelques-unes aux Pays-Bas, en Autriche, mais il y a très très peu de références. C'est une problématique vraiment franco-française. Pour démarrer sur le changement climatique, on peut se dire, déjà, qu'en est-il de ces séquences de culture avec cives? Donc, on va bien être sur la séquence, hein, en termes d'efficience énergétique ou d'émissions de gaz à effet de serre, voire de stockage de carbone. Donc là, vous avez les résultats d'un projet qui est en cours, hein, qui est Récital. J'en parlerai un tout petit peu après. Vous avez l'efficience énergétique d'une rotation. Par exemple, alors ici, on va être plutôt dans le Grand Est, sur les plaines de Bourgogne. Une rotation colza, blé, orge d'hiver, comparée à une rotation blé, orge, cive, tournesol. Et vous avez la consommation d'énergie. Alors, ça se voit très peu sur le graphique, désolé, l'affichage, elle est très légèrement supérieure quand on est dans un système avec cive, mais par contre, la production d'énergie brute est largement supérieure, donc on va améliorer le bilan, si vous faites la différence, ou l'efficience énergétique. Et ça, c'est valable dans toutes les régions sur lesquelles on a travaillé et dans les précédents projets. Je vous ai montré que ce soit Cibium, Opticive, Expessive. Donc, il y a plein de projets qui ont fait ces bilans-là et on améliore l'efficience énergétique. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, quand on fait 3 cultures en 2 ans, on travaille un petit peu plus, on peut consommer un petit peu plus d'intrants. On émet, là c'est pareil, la différence est très peu visible, mais partout, on émet quand même un petit peu plus de gaz à effet de serre à l'hectare, quand on le regarde à l'hectare, en kilogrammes de CO2 par hectare. Tout ça, c'est des rendements, pour des hypothèses de rendement de 8 tonnes de matière sèche par hectare. Par contre, quand on le regarde au prorata de l'énergie potentielle produite dans ces séquences de culture, on diminue ces émissions de gaz à effet de serre. Et en termes d'évolution du stock de carbone, donc vous avez différents scénarios ici qui ont déjà été publiés. Je vous invite à aller les voir dans Perspective agricole ou pour ceux qui seraient abonnés à notre lettre ivoire, c'est disponible aussi. Vous avez pour une situation de référence ici en noir, on a comparé à une situation avec 6 pans en orange à 2 tonnes de matière sèche par hectare ou une situation avec 6 pans, donc c'est une culture intermédiaire piège à nitrate, hein, à 6 tonnes de matière sèche à hectare. Donc en orange et jaune, c'est si on enfouit tout, on voit que par rapport à notre situation de référence, on a tendance à plutôt stocker
du carbone. Et nocive, il faut penser quand on fait 3 cultures en 2 ans, l'une peut avoir un impact sur l'autre. Donc en bleu, c'est si je récolte massive en impactant un petit peu la culture suivante, sans ramener de digestat, je vois que je suis déjà supérieur à ma situation de référence, et en violet, si je ramène du résultat. Donc, lessive, et ça c'est valable dans tous les systèmes que l'on a pu étudier aujourd'hui avec le modèle AMG, on a plutôt tendance à stocker un petit peu de carbone organique. On a un effet qui est au moins égal, voire supérieur à des CIPAN classiques de 2 tonnes, 2 tonnes et demie de matière sèche par hectare, et supérieur si on ramène des digestats. Et tout ça, c'est en cours de validation, de vérification. Il y a un rapport et un article d'un projet CarboSims qui devait être publié d'ici la fin de l'année sur ce sujet. Néanmoins, pour s'assurer que ces systèmes-là remplissent leurs objectifs d'amélioration de l'efficience énergétique et tout, il y a quand même des recommandations. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Ce n'est pas l'objectif du séminaire, enfin du webinaire, mais pour une cible d'hiver, si on veut produire et assurer ces bonnes évaluations, il faut un semis avant le 1er octobre. Il ne faut pas récolter trop tard. C'est la première décade de mai. C'est relativement bien. Ensuite, on va forcément impacter un petit peu plus les cultures suivantes. Il faut fertiliser un petit peu. Dans les expérimentations, on est en moyenne à 80 kg d'azote par hectare. C'est peu par rapport à des cultures alimentaires, et il y a des règles qui sont en cours de calcul. Il y a plein d'espèces différentes, et toutes les espèces ont intérêt, que ce soit du seigle, de l'avoine, du triticale, de l'orge, et il faut les choisir par rapport à leur tolérance aux bioagresseurs, à la rapidité de couverture du sol, tolérance au gel, etc. Mais aussi au risque de verse. Ce n'est pas parce qu'une plante est très haute, vous l'avez ici, donc la hauteur de la biomasse, c'est un bon indicateur de la biomasse. Mais au-delà de 100 cm, ça, 120 cm, ça n'apporte plus rien si ce n'est des risques de verse. Donc, il ne faut pas chercher à avoir des biomasses très hautes, il faut chercher à avoir un certain nombre de tiges. Pour les cives d'été, il faut semer pareil, très tôt, avant le 10 juillet. Il y a un large choix d'espèces. Et ce qu'il faut rechercher, c'est avant tout un compromis entre le coût et les opportunités de production, parce qu'on est très soumis au stress hydrique, ne serait-ce que pour la levée. Donc, il y a des cultures qui vont être plus ou moins coûteuses que d'autres. La récolte à faire pas trop tard, avant le 1er octobre, sinon on va augmenter les risques. Vous avez ici des exemples d'expérimentation. On avait des très beaux potentiels biomasse, mais des orages, il faut penser qu'on est dans des zones, enfin, on est dans une période de l'année où la lumière diminue. On a des plantes qui s'étiolent en été, et du coup, on peut vite avoir des dégâts de verse si on attend un petit peu trop. Pareil, il faut pouvoir fertiliser un petit peu. Mais bien sûr, ça va dépendre de la réussite de la levée et de l'alimentation hydrique, et ce sera des fertilisations relativement faibles. Donc les cives d'été, ça peut être de belles opportunités, mais il y a des risques qui sont quand même très largement supérieurs aux cives d'hiver. Une autre question avant de terminer, potentiel méthanogène, stockage, est-ce qu'il y a une plante qui est mieux qu'une autre? Aujourd'hui, avec le nombre d'analyses que l'on peut faire ou que l'on a fait qui sont clairement utilisables, on n'est pas capable de discriminer des espèces ou des variétés. Donc la priorité, c'est vraiment rechercher le rendement méthanogène, donc c'est priorité à la production de biomasse, mais pour renchérir tous les services écosystémiques qu'il peut y avoir derrière. Et l'ensilage, de bonnes pratiques d'ensilage ne font pas diminuer le pouvoir méthanogène. Donc, il y a une thèse en cours de Clément Van Lieberg à l'INRA de Narbonne, aussi avec GRDF. Il peut y avoir des jus de silo, il faut les récupérer, et il y a des stades optimum pour récolter. Il faudrait atteindre au moins 25%. On peut être entre 25 et 30% de matière sèche pour récolter. Et pour des cives d'hiver de type céréales, il faut atteindre le stade épiaison. Donc voilà pour les principales questions. Quelques axes ou quelques réflexions. Donc cives et changement climatique, comme je vous le disais, ce sont des opportunités associées à des risques qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas imaginer que c'est très simple à faire. Et l'intérêt de la création variétale va être très fort, parce qu'il faut que le matériel génétique puisse s'adapter aussi à ces cycles de 3 cultures en 2 ans. Il faut absolument continuer à régionaliser les recommandations. Le seigle, ce n'est pas forcément la meilleure culture qui va partout, l'avoine non plus, ça va dépendre des régions. Il y a des attentes qui sont différentes entre régions, et Hugo, en suivant, va pouvoir vous en parler.
C'est pareil, aujourd'hui, on cherche à approfondir la dimension multiservice de ces cultures. Donc, est-ce qu'elles peuvent participer à améliorer le désherbage dans la rotation, à réguler les bioagresseurs, à favoriser la biodiversité fonctionnelle notamment. Et donc, tout ça, ça demande à reconcevoir un petit peu les systèmes et former. Et là, Grégory pourra vous parler un petit peu de ce qu'il fait, lui, en termes de formation. Bien sûr, il faut qu'on continue aussi à approfondir l'évaluation de la durabilité de ces cultures et améliorer, bien sûr, le management. Et tout ça, c'est dans les connaissances actuelles avec des scénarios climatiques à court et moyen terme, mais à long terme, on ne sait pas encore quels sont tous les impacts. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais juste le temps de transférer, vous avez dans la suite du diaporama ici quelques références sur des travaux, des projets en cours, quelques références bibliographiques aussi, avec différents liens, différentes vidéos également. Voilà, merci de votre attention et puis à tout à l'heure pour les questions. Ah, Sylvain, remets ta diapo, s'il te plaît, juste quelques secondes. Ta diapo de référence, parce que effectivement, on nous demande régulièrement si on fournit les diaporamas, et en particulier pour les références. Et non, on ne fournit pas les diaporamas parce que vous avez les vidéos en replay. Je le repréciserai tout à l'heure en information. Et vous pouvez, sur la vidéo, effectivement, retrouver ces références facilement et faire une copie d'écran si vous avez besoin de les avoir. Merci. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette approche très synthétique. Et donc, Hugo va, lui, nous parler de ce qu'il fait en Pays de Loire avec les agriculteurs. Merci Sylvain, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Hugo Kech, je travaille à l'association Elle pour Association d'initiatives locales énergie environnement. On est acteur de la filière méthanisation depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années en Bretagne et en Pays de la Loire. Et entre autres, dans nos attributions, on a l'animation du plan biogaz sur ces deux régions, donc Bretagne et Pays de la Loire. Donc effectivement, maintenant qu'on a vu ce que c'était une cive avec le témoignage de Sylvain, on va voir voilà, quelle est la contribution de ces cives dans la ration des agriculteurs méthaniseurs en France, parce qu'effectivement, vocation énergétique, vous l'avez compris, cette vocation, c'est la méthanisation. Donc, la première, en propos introductif, la difficulté de répondre aux trois questions qui sont mentionnées à gauche de cette diapo, à savoir quelle est la mobilisation réelle des cives en France, quelle est la contribution des cives dans la production énergétique française et quelles sont les disparités régionales. Aujourd'hui, la filière méthanisation est une filière relativement jeune. Les observatoires de la biomasse qui sont au niveau régional n'ont pas nécessairement d'informations qui remontent de la part des agriculteurs méthaniseurs en fonctionnement, parce qu'on parle bien ici de données réelles. Par réel, entendez réellement incorporées, réellement valorisées dans la ration des agriculteurs méthaniseurs. Et un des moyens d'effectuer ce transfert d'informations, cette remontée d'informations, c'est par ce qu'on appelle des bilans de fonctionnement qui sont pilotés par les DREAL. Ici, je vous ai mis l'exemple d'un bilan de fonctionnement de DREAL en Pays de la Loire qui est effectif depuis 2019. Il est effectif depuis 2018 en Bretagne, depuis 2020 en Île-de-France ou en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il n'est pas encore mis en place partout. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour répondre aux questions quelle est la contribution des réels des cives en France, difficile de répondre. En revanche, on a des données qui ne sont pas nécessairement des données réellement valorisées, mais on a des données déclaratives au stade pré-signature du contrat d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est des données qui, ici, la source que je vous mentionne en bas de cette diapo, c'est l'ADEME, donc l'Agence de la transition énergétique, qui a publié un rapport au courant de l'année 2021 qui est un état des lieux de la méthanisation en injection. Injection égale valorisation du biométhane qui est injecté après sur les réseaux des opérateurs réseaux classiques GRDF, GRT Gaz par exemple. Et ici, donc sur la période 2012-2020, ils ont vu passer 1134 projets. Et dans les récépissés, il y a des données sur la composition de la ration entrante du plan d'approvisionnement. Donc, ce n'est pas une ration réelle, mais bien une ration qui va être dans le plan d'approvisionnement. Et pour être en charge de l'instruction ADEME des dossiers de subvention, je peux vous assurer qu'au moins durant les premières années de fonctionnement, il y a quand même une vraie cohérence entre ce plan d'approvisionnement et la ration réelle qui va être valorisée derrière. Ici, l'idée n'est pas de s'attarder sur les différentes typologies.
de méthanisation, mais retenez que méthanisation à la ferme, donc les principales, c'est assez transparent, c'est vraiment un agriculteur qui va développer une unité de méthanisation sur sa ferme. Donc, on est bien sur une ration agricole. Et méthanisation centralisée, on est aussi sur une méthanisation agricole avec des intrants du coup agricoles, avec là plusieurs acteurs autour de la table. Ça peut être une collectivité territoriale ou un développeur, mais avec des rations agricoles. Ici, toujours dans cette même étude, vous avez donc sur les 643 exactement projets en injection qui ont été étudiés la composition moyenne de leur ration, à savoir en l'occurrence environ 35, même un peu plus, % de cives en moyenne dans la ration, avec aussi secondé par les effluents d'élevage aux alentours de 32-33%. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la diversité de cette méthanisation. En effet, déjà 176 installations, à savoir un gros quart, n'avaient pas de recours à des effluents d'élevage. Et ici, donc, la phrase qui est à droite de votre écran, c'est une citation de ce rapport. Il n'y a pas eu de déclinaison régionale dans ce rapport, une publication régionale de ces résultats. Toutefois, la quantité utilisée de cives est plus importante dans la région Grand Est, suivie de la région Hauts-de-France, suivie de la région Val-de-Loire. Cela s'explique tout simplement par l'orientation technico-économique des territoires. En effet, si vous devez retenir quelque chose de ce propos, c'est une méthanisation agricole est fondamentalement liée au contexte dans lequel la méthanisation agricole se développe. Un plan d'approvisionnement, c'est autour, je ne sais pas, de 10, 15, jusqu'à 30 km pour la majorité des intrants autour de l'unité de méthanisation. Par conséquent, les intrants, si on est dans un contexte agricole avec des effluents d'élevage, on peut avoir accès à des effluents d'élevage, mais tous ces effluents ne sont pas potentiellement accessibles partout. En effet, donc là, vous voyez cette carte de France. La source est Agriès, c'est la statistique agricole. Vous avez en France différentes grandes cultures en Bretagne, dans le Val-de-Loire, en Île-de-France, dans le nord de la France, sur les Hauts-de-France. Alors qu'en Bretagne et en Pays de la Loire, on est sur un contexte beaucoup plus d'élevage. Par conséquent, ce qui va expliquer cette disparité de l'utilisation des cives en France, c'est bien ce contexte agricole local. Et ici, donc, voici quelques chiffres de la composition moyenne de la ration des agriculteurs, des méthaniseurs agricoles, pardon. En France, vous êtes à 1,8% en 2019 en Pays de la Loire, 6,5% en Bretagne, alors que en 2020, sur la région Île-de-France, la part des cives moyenne dans la ration des méthaniseurs, j'insiste sur c'est du réel cette fois-ci, elle est de 47%. Donc une disparité régionale due aux orientations due notamment aux orientations technico-économiques de l'agriculture. Ici, je vous ai mis un exemple voilà, de ce qui peut être publié grâce à ces bilans. Donc ici, c'est le bilan de fonctionnement Pays de la Loire, avec une ration composée d'une dizaine d'effluents, d'intrants, majorité d'effluents. Et on voit ici, ici, on n'est pas sur une méthanisation agricole, mais ça comprend aussi les méthaniseurs industriels, type les stations d'épuration, les industries agroalimentaires, etc. Donc une photographie de la méthanisation en Pays de la Loire, avec voilà, une forte dominance d'intrants agricoles. Et je conclurai ce propos par, Sylvain l'a bien noté, une cive n'est pas bonne partout et l'importance de la régionalisation. Je vous ai pris l'exemple du groupe de travail cive de l'Association des agriculteurs méthaniseurs bretons, association donc, qui est une déclinaison régionale de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui a été créé en 2016 sous l'impulsion des agriculteurs méthaniseurs pour la mise en réseau sur notamment 2 thématiques, les digestats et les cives. Les cives, justement, pour faire du transfert de connaissances, du transfert de compétences entre les agriculteurs. Voilà, qu'est-ce que tu fais, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, avec sur là quelles sont les espèces qui ont été par retour d'expérience les plus performantes, les variétés également, les rendements, j'aurais pu rajouter les itinéraires culturaux. Tout ça a été fait pour du transfert de compétences et du transfert de connaissances également. Et j'insiste que cette initiative, donc impulsée par l'ILMB, dans lequel nous, on a piloté ce groupe de travail, nous, elle, qui a été nécessaire sur une harmonisation des protocoles pour obtenir des résultats cohérents. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et Grégory, je te passe la main. Merci beaucoup, Hugo. Donc, effectivement,
voyez le continuum recherche, développement, formation et dans l'esprit de ces webinaires. Et donc là, on a fait le choix de demander un professionnel de l'accompagnement de collectifs d'agriculteurs. Donc, tu as la main, Grégory, mais en mode présentation. Voilà, tu peux y aller. Merci. Merci bien Philippe. Grégory Vrignot, moi je suis de la structure ACE Méthanisation, une structure de conseil que j'ai créée il y a 4 ans maintenant. Donc j'accompagne des groupes d'agriculteurs à l'état de projet, mais aussi en fonctionnement pour travailler avec eux les itinéraires techniques et systèmes de culture, notamment sur les collectifs, là, comme sur l'installation qu'il y a en photo. Pour terminer ces interventions avant les questions, le côté de formation est très important parce que c'est bien d'avoir des références, des études scientifiques, mais à un moment, il faut vulgariser cette info. Aujourd'hui, moi, je vois deux publics que j'accompagne, mais il y a d'autres structures qui font de même. C'est le fameux CS RUMA, responsable d'unité de méthanisation, développé par la filière pour professionnaliser la filière méthanisation. Alors, pas que sur les cultures et les cives, loin de là, hein, c'est l'exploitation de la méthanisation, mais c'est un public attentif et qui cherche à se former. Et il y a les agriculteurs méthaniseurs ou futurs méthaniseurs qui sont aussi à la recherche d'informations. Donc sur ces deux publics, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour le CS RUMA, moi, je suis plutôt dans une logique, le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à la méthanisation pour faire évoluer le système de culture ? Demain, ces étudiants-là pourront être en nord de la France, en région Bretagne et de l'élevage, en zone intermédiaire. Donc, c'est qui touche un petit peu à tout, qui voit comment ils peuvent s'adapter aux différentes situations qu'ils vont rencontrer. Donc, on est un peu dans cette logique un peu exhaustive pour apporter tout ça. Sur le côté agriculteur, alors grâce au fonds Vivea notamment, hein, vous pouvez en bénéficier, enfin tout agriculteur peut en bénéficier via les chambres d'agriculture, les interventions avec les centres comptables ou coopératives. Donc là, c'est des formations, mais c'est plutôt l'agriculteur ou le groupe d'agriculteurs qui a une attente spécifique là-dessus, qui a une problématique par rapport à sa zone, par rapport à son contexte pédoclimatique. J'ai une rotation existante, j'ai un type de sol, j'ai une difficulté, qu'est-ce que je peux faire ? Mais j'ai déjà une production agricole en place, donc ça ne sert à rien de proposer, de faire beaucoup de cives dans une zone où il y a de l'élevage et il peut y avoir de la concurrence avec les effluents d'élevage. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, en fait. Donc, là, il y a tout un intérêt, finalement, à prendre en compte la sollicitation du groupe d'agriculteurs, d'avoir une logique tant en salle, et puis là, comme vous voyez en photo, les visites d'essai, hein, donc ça soit les visites en place par zone. Hein. Moi, chaque année, je fais, dans mon contexte, j'habite dans les Deux-Sèvres, pédoclimatique, on met en place nos cives d'été, nos cives d'hiver, nos cultures dédiées, et on a aussi des cultures, des essais, je veux dire, à l'échelle de la rotation, pour voir ce que ça donne sur du moyen long terme. Mais dans tous les cas, la base de cette formation, c'est d'aller plus loin qu'une simple production de seigle, et j'aurais même pu dire cive, hein, parce que comme l'a dit Sylvain, le seigle n'est pas adapté partout, mais des fois derrière l'image simple en disant je fais de la cive, je fais du seigle et ça rapporte, c'est un peu trop court pour moi. Donc cette formation, c'est le moment de se poser toutes ces questions. Et toutes ces questions dans cette formation, c'est quoi finalement ? J'aime bien mettre 4 blocs de réflexion pour voir un petit peu le champ des possibles des cives, des couverts végétaux, comment on peut les intégrer. Alors, je fais d'abord une entrée agronomique. Pour moi, en termes de durabilité, s'il n'y a pas d'agronomie, l'économie sera compliquée aussi. Donc, les couverts multiservices dont on parle, c'est bien un enjeu lié à la rotation. Il faut réfléchir aussi à la légumineuse, on va en parler tout à l'heure. La succession des cultures d'été d'hiver, qu'on a en colza, blé, orge, ça devient compliqué sur pas mal de choses. On peut mettre l'évolution du travail du sol là-dessus aussi. Donc ça, c'est un premier camembert, première base. La deuxième, faut faire de l'agronomie, mais il faut évidemment gagner un peu d'argent pour qu'on soit durable aussi. La durabilité, c'est aussi de l'économie. Donc, un nouveau débouché, le potentiel méthanogène, même s'il y a peu de variabilité, mais un petit peu quand même. La gestion de risque des cultures par rapport à une cive d'hiver, cive d'été. La réflexion d'autonomie sur la ferme, donc autonomie azote, et autonomie énergétique, même si aujourd'hui, il n'y a pas forcément une grosse valeur à ça. On voit bien qu'avec le prix des engrais ou de l'énergie, ça peut être quand même, cette notion d'autonomie peut être intéressante. Je rajouterai ensuite le côté environnemental, les IFT, la couverture du sol plus longue, c'est le côté érosion, la biodiversité, il y avait quelques questions, en quoi la CIF peut faire évoluer un peu l'aspect biodiversité.
Moi, je commence à le voir un petit peu dans la peine par rapport à des enjeux découverts qui vont être développés un peu plus longtemps. L'enjeu de ces couverts-là, en même temps, par contre, à un moment, ils vont être récoltés. Donc, attention à la mécanisation quand on va mettre des ensileuses dans des couverts fortement développés. Donc, c'est toujours un compromis, de toute façon, mais c'était pour commencer à répondre à la question qui était notée tout à l'heure. Sur le côté sociétal et un petit peu avec le titre du webinaire, tout ce qui est changement climatique, tous ces points-là, c'est plutôt une approche sociétale, que je dirais, puisque c'est pour nous tous, producteurs, agriculteurs, citoyens, sur la gestion des intrants, d'essayer de les diminuer, que ce soit l'engrais, les pesticides, le bilan carbone GES qui est amélioré, et quand on travaille avec des syndicats d'eau, l'enjeu des ZNT, toutes ces surfaces-là, finalement, ça peut être des surfaces demain qui ne sont pas valorisables. Alors, ça peut être des bandes enherbées, mais si on peut faire de l'économie là-dessus, ça peut être intéressant. Donc, on a bien un enjeu de voir, lors de ces formations, grâce aux CIV, quelles pratiques on peut mettre en place, finalement, pour aller un peu plus loin et répondre à ces problématiques. Donc, cette approche-là, que je vais vous montrer à travers un ou deux exemples qu'on a pu faire avec un groupe d'agriculteurs, c'est de dire qu'il faut être dans une logique d'amélioration des pratiques, donc, et notamment sur les compartiments eau, sol, air, de dire ça serait bien de faire quelque chose pour les gaz à effet de serre, mais si à côté on détériore le sol ou la qualité de l'eau, ça ne va pas. Donc, il faut bien prendre en compte ces trois composantes. Donc, pour ça, il y a une base en fait qui n'est pas forcément très compliquée, avec des outils qui existent aujourd'hui. Donc, j'aime bien prendre l'illustration de la boîte à outils en faisant 4 composantes: les couverts végétaux, les matières organiques, enfin produits résiduaires organiques, les PRO, l'aspect rotation, l'aspect travail du sol. Il y en a un 4e outil qui est le contexte pédoclimatique, votre sol et votre météo, mais malheureusement, à l'échelle, ça ne va pas beaucoup évoluer, le sol et le climat, à l'échelle d'une campagne ou à l'échelle on va dire, d'un historique d'un exploitant agricole qui fait fonctionner sa ferme sur quelques dizaines d'années. Et si on regarde la rapidité de mise en place, on voit bien que c'est des enjeux qui sont plus ou moins longs. Décider de mettre une scie ou un couvert végétal, je décide de cette année, je le sais en interculture, je vois ce que ça donne. Par contre, faire évoluer le travail du sol, c'est une réflexion plus importante. Donc, c'est bien au cours de ces réflexions d'agriculteurs, d'étudiants, voir comment on peut faire un peu bouger tout ça avec la méthanisation. Qu'est-ce qu'elle fait? La méthanisation, elle impacte toute cette boîte à outils. Elle va impacter les couverts végétaux. Qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce que je laisse au sol? Elle va impacter les produits résiduaires organiques en produits digestats. On transforme le fumier en digestat. On allonge la rotation, le travail du sol. Donc, on peut presque dire que c'est un bouleversement et il faut profiter, s'il y a méthanisation, de se poser les bonnes questions avant de partir dans une direction et puis se prendre un mur et puis après, c'est un peu trop tard. Donc, l'illustration que je vous propose, dans la zone sur laquelle je travaille particulièrement, puisque je fais du conseil agricole depuis 20 ans ici. Donc, les zones intermédiaires, la fameuse zone intermédiaire, le grand quart de lune qui part de la Charente-Maritime pour aller jusque sur les bassins, sur la zone Bourgogne, le colza Béorge, avec les problématiques qu'on connaît, les graminées dans les céréales, avec la belle petite photo, la problématique insecte qui est encore plus forte sur la Bourgogne que sur le Poitou-Charentes, évolution de travail du sol, le côté environnemental, les périmètres de captage, ça c'est présent ou pas, mais l'enjeu nitrate, l'enjeu IFT, c'est un enjeu. Et économiquement, même si là on est sur des prix élevés en ce moment, mais des prix élevés aussi des engrais, donc la marge va peut-être s'améliorer un petit peu, mais on voit bien que c'est fluctuant, d'un côté on gagne, de l'autre côté on perd un peu, donc la marge pas plus que ça favorable. Les nouveaux débouchés dans ces territoires-là où il n'y a pas d'irrigation en zone intermédiaire, c'est compliqué. Bref, ça fait un contexte qui n'est pas forcément très intéressant, un peu compliqué. Donc, quand on prend ça, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un méthaniseur qui se met en place sur ma ferme, un petit collectif? Donc, je vais vous mettre deux exemples de rotation qui ont été construites, qui reprennent un petit peu ce qu'a présenté aussi Sylvain tout à l'heure, mais un petit peu classique. J'étais en colza Béorge. Je veux rester à continuer à faire un peu de colza. Si je mets finalement une rotation de 3 ans, colza Béorge, je la passe en rotation de 6 ans, en intégrant un colza au bout de la 4e année, qui va être remplacé finalement par la CIV avec une culture dédiée. Et plutôt que de faire une CIV classique, culture dédiée classique, là vous avez 2 illustrations
de faire une association avec plus de légumineuses pour essayer encore de diminuer la dose d'azote sur le seigle, augmenter la concentration en azote du mélange cive, ce qui fait qu'une fois dans le méthaniseur, on va relarguer un petit peu plus d'azote dans le digestat, donc on enrichit un peu plus le digestat de 1 ou 2 points. Donc ça, c'est une première réflexion qu'on peut être amené. Au niveau biodiversité, là on voit bien, on a des fleurs de trèfle, de vesse, ou toujours intéressantes quand même pour les côtés insectes. Suivi, au lieu de mettre un maïs, là on a mis un sorgho fourragé multicoupe assez tardif. Bon, c'est dans une parcelle d'essai, puisque vous voyez de ce côté-là un maïs qui a été semé, mais je n'ai pas voulu désherber la parcelle. La parcelle a fait 3 hectares, on n'a pas désherbé, et on a comparé comment se comportaient les différents couverts sans désherbage. Donc vous voyez bien que le maïs, on ne voit plus rien, à part des mauvaises herbes, alors qu'à gauche, on a un sorgho fourragé qui n'a pas été désherbé non plus, il n'y a pas une seule adventice au pied. Donc, plus pour illustrer, en fait, à travers ça, ce qu'on a pu mettre en place avec ce groupe, jusqu'où on peut aller, donc dire je fais 0 désherbage sur le seigle, 0 sur le sorgho. Je ne dis pas qu'on perd peut-être un peu de rendement, mais sur la réflexion globale, ça répondait en tout cas aux attentes de l'agriculteur de dire moi, je veux faire des cultures dédiées des cives, mais je veux aussi améliorer mon IFT, donc c'est trouver le bon compromis. Donc ça, c'était une illustration. La deuxième, c'est utiliser la luzerne, qui est quand même une plante très intéressante, pérenne, c'est une légumineuse, donc elle est utilisée sur plusieurs années. Donc si on prend toujours le même camembert de la rotation, là on a une luzerne qu'on va maintenir sur 2 ans, dans lequel au mois de septembre, on va sursemer une cive, donc là encore un seigle ou à gauche, un épeautre par exemple à droite, là que vous donc là au mois d'avril-mai, et ensuite c'est la luzerne qui repart plus ou moins fort rapidement en fonction de la pluviométrie qu'on va avoir, mais on a un couvert permanent, pas de ressemis à faire d'un sorgho ou autre, donc ça peut répondre aussi à un éleveur pour faire une deuxième coupe ou en luzerne pure. Là c'est le cas, je suis chez un éleveur laitier qui va faire un foin une fois qu'on va arriver là, mais on a aussi le cas cette année de quelqu'un qui a fait de la luzerne porte-graine derrière. Il a d'abord récolté une cive luzerne, donc, au mois d'avril, fin avril, et ensuite, il a récolté sa luzerne porte-graine au mois d'août. Donc, vous voyez, ça ouvre à plein de possibilités, et ça, c'est quand même assez complexe, cette notion de boîte à outils, de tout ce qu'on peut mettre pour maximiser l'intérêt des cives. Et c'est vrai que l'illustration des formations, finalement, est vraiment un temps que j'apprécie particulièrement déjà pour échanger avec les groupes d'agriculteurs, et puis de faire évoluer les pratiques vers des bonnes choses. Et c'est toujours en groupe, on va un peu plus loin. Donc, il y a le côté participatif, j'apporte des éléments moi, en utilisant des références menées par l'INRAE, par Arvalis, par les réseaux professionnels, mais les pratiques et les expériences de chaque agriculteur est aussi très, très valorisante. On peut aller plus loin. En groupe, il y en a un qui va faire un test et puis on va voir ce que ça donne l'année suivante. La mise en place des essais, là, comme nous placer les jeudis d'avril, Parlons Cives 2021, qui était organisé entre autres par Arvalis et puis les chambres et elle. Donc ça aussi, ça drainait beaucoup de monde. Donc cette formation est un bon vecteur pour promouvoir cette cive dans cette réflexion de changement climatique et puis aller sur des pratiques un peu plus innovantes, comme je l'ai dit, pour développer cette filière de matière végétale. Voilà pour ce témoignage à travers la formation donc, et de pratiques un petit peu innovantes autour des cives. Merci beaucoup, Grégory. Merci pour cette application intéressante. Et donc, je prends tout de suite les questions qui vont arriver, qui sont déjà arrivées, mais qui vont continuer. Et donc, peut-être une première pour Sylvain. Merci de rallumer vos micros. Concernant la problématique franco-française, tu disais c'est franco-français, il n'y a pas beaucoup de biblios. Donc, il y a Marie-Cécile et puis Éloi qui se pose la question, est-ce que tu peux dire précisément pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les mêmes contextes pédoclimatiques ou est-ce que c'est parce que c'est des questions d'intensification différentes ou, voilà. C'est des questions en effet de système de culture et puis d'enjeux de développement de la méthanisation différents. En Allemagne, ils étaient partis dans la précédente loi où ils ont augmenté le nombre de méthaniseurs plutôt sur des cultures dédiées.
On n'a pas parlé de coûts, mais les cultures intermédiaires sont des cultures qui coûtent assez cher à produire. Et quand on fait des cultures dédiées, ça coûte un petit peu moins cher. Donc, ils avaient fait plutôt ces choix. Donc, pour nous, l'idée, la problématique culture intermédiaire, elle est bien sûr internationale. Et la revue bibliographique dont je vous parlais là, de Camille Launay, elle s'appuie dessus. Mais la problématique cible, donc valorisation de ces cultures, elle est vraiment plus franco-française. Les Italiens y ont travaillé un petit peu, mais pas beaucoup, Autrichiens aussi. Ça dépend vraiment des stratégies de développement de la méthanisation. En Ok. complément, Vas-y. en complément à ce que dit Sylvain, et pour illustrer également, effectivement, une culture dédiée, déjà, c'est une culture alimentaire qui va être dédiée à un usage énergétique. Et en Allemagne, aujourd'hui, en l'état actuel, c'est limité à 60% maximum dans le tonnage. En France, on a un maximum 15%. Et dans l'état actuel de la méthanisation en Allemagne, c'est en moyenne 75% de la composition de la moyenne allemande qui sont ces cultures dédiées. Donc, ils ont fait un autre choix. Et pour prendre un autre exemple en Europe sur les Danois qui sont aussi avancés sur la méthanisation. Toutefois, ils ont choisi un autre modèle de développement de la méthanisation. En France, c'est une méthanisation qui est caractérisée de petite ou de moyenne taille. Au Danemark, ils ont choisi des méthanisations beaucoup plus grosses, de beaucoup plus grande ampleur. Ils ont une cinquantaine d'unités de méthanisation pour une production qui est similaire à la nôtre. On est à environ 1000 unités de méthanisation en France en fonctionnement aujourd'hui. Et c'est des unités de méthanisation qui sont proches de fermes qui sont très importantes. On parle des fermes de 1000 vaches. C'est beaucoup plus commun aussi au Danemark également. Donc, ça dépend aussi des volontés publiques et aussi des opportunités locales. Ok, merci. Alors ensuite, une question, j'ai regroupé aussi la question de Fabienne et d'Éloi concernant les empreintes climatiques d'intrants. Donc, Éloi qui dit, a-t-on une idée des empreintes climatiques de chaque intrant? Peut-on par exemple comparer le carbone économisé par une tonne de cive par rapport à une tonne d'effluent d'élevage en tant qu'intrant de méthanisation? Et puis, non, la question de Fabienne, elle est un peu différente quand même, donc je la poserai après. Ok, alors, si on réfléchit vraiment en termes de carbone, vous comparez le carbone qui revient au sol, du carbone stable qui revient au sol issu d'un effluent d'élevage ou d'une biomasse, d'une cive qui est passée par méthanisation. Il y a plein d'études qui les ont montré, il y a peu d'écart. Donc, le bilan carbone strict de ce qui reste à la fin, oui, il est comparable. Néanmoins, c'est toutes les étapes de production avant, et donc c'est là qu'on va parler de bilan énergétique ou gaz à effet de serre qui seront bien sûr différentes. Et là, il y a différents travaux, notamment d'analyse de cycle de vie, qui sont en cours. Il y en a 2 qui vont être publiés là, nous dans le projet Récital qui est aidé par l'ADEME, on a des travaux qui sont en cours là-dessus aussi. Et je compléterai par rapport à la comparaison fumier-cive, c'est que la cive, on a un mode de production, cap de la photosynthèse. Méthaniser un fumier frais, c'est méthaniser un fumier qui, de base, aurait perdu de l'énergie rien que par son temps de stockage. Or, un mois et demi de stockage de cive, c'est entre 200 et 250 kg de CO2 par tonne de fumier. Donc, en méthanisant ça, finalement, déjà de base, on va collecter une énergie qu'on aurait perdue dans tous les cas. Donc, la comparaison bilan global, elle est finalement relativement forte en ferme d'élevage. Ok, alors je reprends la question de Fabienne du coup. Est-ce que l'efficience énergétique tient compte des apports d'azote? Oui, tout à fait. L'efficience énergétique dans la consommation d'énergie que je vous ai présentée, c'est toute la consommation d'énergie primaire. Donc, c'est la fabrication des engrais azotés, l'utilisation, la fabrication des matériels, l'utilisation des matériels, carburants, etc. Ok, pas de complément. Donc là, maintenant, je vais prendre les trois questions qui n'en font qu'une finalement, puisque ça concerne les effets multiservices et en particulier les impacts sur la biodiversité, dont la faune. Et donc, Jean-Michel qui dit « Je m'intéresse sur les effets multiservices vis-à-vis de la biodiversité, l'évolution, le développement des récoltes de ces couverts en cive pour la méthanisation, quel impact sur la faune sauvage ?» Actuellement, il n'y a pas d'étude d'impact sur la faune sauvage de la mise en place de cives.
Non, alors actuellement, il n'y a pas d'études d'impact sur la faune sauvage et dans la biodiversité, en fait, il y en a. La biodiversité, c'est un très, 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 très vaste mot. Donc, il y a de la biodiversité fonctionnelle, c'est les auxiliaires qui vont réguler certains bioagresseurs. Il y a de la biodiversité, c'est la diversité des espèces cultivées et la faune fait partie aussi. Donc, nous, on a commencé à regarder l'impact sur la biodiversité de type plutôt auxiliaire et biodiversité du sol. Sur la faune, non, je ne connais pas d'études. Après, c'est des sujets qui sont tout nouveaux, qui posent des questions de méthode considérables parce que on travaille sur des sujets qui bougent. Et quand on fait de l'expérimentation, des fois, on fait de l'expérimentation en petites parcelles, en bande ou en grande parcelle. C'est là, Hugo en parlait, il est très important d'homogénéiser les protocoles. Mais pour la biodiversité, si on compare deux parcelles, s'il y en a une qui a une haie et l'autre qui n'a pas de haie, ce n'est pas comparable. Donc, non, il n'y a pas d'études et c'est quelque chose qui est très complexe, mais on l'a en tête. Hein. Et sur la faune, il y a plein d'autres impacts qui pourraient être évalués sur les systèmes de culture actuels. Et dès qu'on va toucher quelque chose, de toute façon, ça aura un impact sur le reste. Ok, bah peut-être on peut prendre une question qui est dans le prolongement, la plus large sur le changement climatique. La culture des cives, donc là c'est un spectateur anonyme, la culture des cives pour alimenter les méthaniseurs engendre l'utilisation de davantage de nutriments et d'engrais avec une importante rotation de culture. Ce choix de modèle est-il changement climatique compatible? Est-ce que finalement l'évolution des systèmes de culture avec l'introduction de cives, c'est bon ou c'est mauvais pour le changement climatique par rapport à l'adaptation au changement climatique? Mais moi, il me semble qu'avec ce que j'ai montré à l'heure actuelle, c'est plutôt une opportunité, c'est plutôt bon. On a tendance à améliorer l'efficience énergétique, même si, comme on le disait, on consomme en effet un petit peu plus d'intrants. Alors l'idée, ce n'est pas forcément de consommer plus d'engrais ou plus de produits phytosanitaires. Au contraire, et ça va être évalué à long terme, et c'est évalué dans des essais systèmes de culture à long terme. Et le fait de diversifier les rotations, de couvrir le sol quasiment tout le temps, et comme le montrait Grégory, quand on fait de la biomasse, en fait, ça concurrence la lumière et tout, on va pouvoir peut-être, et certainement, et ça se voit déjà, mais avec quelles espèces, limiter la concurrence des adventices. Donc, on pourrait peut-être baisser la production phytosanitaire de ce côté-là. Et pour la production des engrais, comme on le disait, le fait de faire des associations de cultures, alors les espèces qui produisent le plus de biomasse, ce sont les graminées, mais on sait qu'on peut y introduire 20 à 30% de légumineuses pour renchérir le mix de substrats en azote, et toutes les unités d'azote qui rentrent dans le méthaniseur en ressortent sous forme de digestat. Et c'est de l'azote qui est beaucoup plus facilement assimilable et beaucoup plus facilement pilotable que des fumiers, des lisiers. Donc, on peut participer au développement de l'autonomie azotée, mais encore une fois, hein, tout ça, c'est fait dans le cadre de bonnes pratiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, il y en a, mais il faut avoir des bonnes pratiques, et c'est l'objet de tous les travaux qui sont en cours. Et pour compléter, par rapport à des pratiques, effectivement, si on regarde d'abord l'azote sur la partie légumineuse, hein, le réseau Pampa, c'est l'objectif de mettre en place justement des légumineuses. On voit qu'avec et sans, on arrive à gagner 30 à 40 unités d'azote sur le bilan de fertilisation de la culture. Le digestat liquide, ou le digestat est un peu plus riche d'un point, 1,5 point. Donc, on est dans une logique de recyclage des éléments minéraux, azote notamment, mais aussi le phosphore, potasse. Une des questions était aussi autour de semer de bonheur avec des couverts biomax. Donc, cette année, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place. J'ai mis une base de seigle triticale avec une dizaine de couverts associés autour. Aujourd'hui, on ne voit quasiment pas le seigle, mais les couverts. Et on sait qu'entre des couverts, ils ont des capacités à ressortir le phosphore, le soufre ou la potasse d'une manière différente entre systèmes racinaires d'un couvert à l'autre. Et ça, si on arrive à aller chercher ça un petit peu dans la roche-mère et profiter de ces couverts pour descendre un petit peu au fond du sol, en caricaturant, hein, et remonter les éléments minéraux, on va pouvoir remettre ça dans le cycle de la culture au niveau, prochain coup d'épandage sur le sol superficiel, alors que les racines auraient peut-être eu du mal, une racine de blé ou de maïs aurait eu du mal à aller chercher l'élément minéral au bout. Donc, on est quand même dans une amélioration des pratiques par ces différentes choses-là. Ok, bon, on va passer à des questions plus techniques. Il y a un certain nombre de questions qui devraient entraîner des réponses courtes, parce que finalement, les questions affluent maintenant. Là. Donc, une question de Vincent. Avez-vous travaillé le seigle fourragé en semi-précoce au mois de juillet avec des couverts
biomax multi-espèces avec comme objectif d'avoir une concurrence des couverts biomax sur le seigle, puis broyage des couverts fin octobre pour laisser accès à la lumière au seigle, éventuellement gagner en précocité de récolte. Donc là, c'est très expérimentation. Est-ce que quelqu'un veut répondre là, Sylvain? Moi, j'ai fait l'essai, je ne sais pas si tu en as peut-être, Sylvain. Non, non, nous, voilà, on est loin d'avoir tout essayé, même si on y travaille depuis un moment, on est loin d'avoir tout essayé et pas encore ça. Pour les semis d'été, ça pose plein d'autres questions sur la réussite de la levée des couverts, etc., qui sont travaillées par ailleurs. Alors, Grégory. Le semis d'été avec du seigle, dès le mois de juillet, on a plutôt eu des ratés où le couvert d'été a étouffé le seigle qu'on aurait espéré garder. Donc, on a décalé un peu. On a fait cette année des semis, enfin, ça fait 2 ans qu'on fait des semis au 20 août. Ça marche plutôt bien. Et on choisit dans le couvert Biomax plutôt des couverts Gélif, ce qui fait qu'on part pour ne pas broyer. Enfin, cette année, c'est très bien réussi. Enfin, il y a un très beau couvert aujourd'hui, mais on a pour objectif de ne pas broyer et que le seigle va repasser à travers ensuite. Ok, alors il y a 2 questions de Fabienne là, que je lis. Bon, j'ai bien compris qu'elle était en Allemagne, donc elle a une autre vision de la méthanisation, des tailles d'exploitation. Donc, quelle est la taille des exploitations ayant projet de méthanisation et est-ce que le matériel pour faire les cibles est disponible? Ou est-ce qu'il faut de nouveaux matériel, en particulier lié à la taille des exploitations peut-être? Alors, je vais prendre au moins la première partie de la question sur quelle est la taille des unités des exploitations agricoles qui ont recours à un projet de méthanisation. Ça dépend de l'unité de méthanisation. Pour ce qui est des unités de méthanisation à la ferme, on va être sur des exploitations agricoles qui sont de moyenne taille, hein, voire enfin de moyenne taille environ, à savoir une unité de méthanisation comme on peut l'entendre au sens classique du terme, c'est on va dire environ 7000 tonnes d'intrants en tonnes de matière brute par an, à minima environ. Donc, ça impose effectivement une production au niveau local, que ce soit par ta surface agricole ou par ton élevage. Toutefois, donc ça, c'est des exploitations qui peuvent être de taille moyenne ou importante. Notamment chez moi en Bretagne, par exemple, on a de gros élevages porcins qui ont recours à ces unités de méthanisation et qui portent seuls cette unité de méthanisation. Toutefois, en projets collectifs, qui sont aussi une grande majorité des projets, et même si on regarde au niveau de ce qui est produit en tant qu'énergie, c'est plus ou moins équivalent, en tout cas chez moi, à la production à la ferme. Et là, on a une diversité d'exploitations agricoles, et c'est ce qui fait d'ailleurs, à mon sens, la force de ces projets, c'est que des exploitations agricoles de petite taille, avec des systèmes pâturant une très grosse partie de l'année, peuvent s'impliquer dans une unité de méthanisation, justement, grâce au collectif. Ok, peut-être il y a une question de Pierre-Yves que tu peux compléter. La répartition entre projet de biométhanisation avec injection et projet avec cogénération, est-ce que tu as une idée de ça? Alors oui, aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, donc c'est les chiffres, ils sont publiés au 1er janvier de chaque année. Il y a eu un développement de la cogénération depuis 15 ans et un développement de l'injection depuis 5 ans. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a environ un peu plus de 1000 unités de méthanisation en fonctionnement. Il y a 80% de cogé et 20% d'injection. Grosso modo, c'est à peu près ça. En revanche, dans la liste d'attente des projets, le ratio est complètement différent parce qu'on a justement l'inverse. On a environ 70-80% d'unités en injection qui vont se développer, qui vont voir le jour dans les prochains mois, années, et 20% d'injection parce que justement, la France, on parlait de modèle politique tout à l'heure, la France a misé sur l'injection parce qu'il y a des réseaux de gaz à effet de serre existants, parce que l'idée, c'est pas ici de le développer, mais il y a des politiques incitatives qui ont soutenu l'injection plutôt que la cogénération. Donc, ce qui explique pourquoi aujourd'hui il y a plus d'unités de méthanisation en cogénération en fonctionnement, mais que demain ce ratio va s'équilibrer et va probablement même être à la tendance à l'injection. Et en termes d'énergie, c'est l'inverse. Dès cette année, l'injection a dépassé la cogénération en énergie produite. Ouais. Ok, une question de Jean-Luc. Quelle place donnez-vous à des cultures pérennes pour alimenter les méthaniseurs? Alors, les cultures pérennes, si c'est des cultures de type prairie permanente, elles sont prévues dans le cadre de la loi, elles peuvent être utilisées sans limite. Si c'est des cultures pérennes comme la sylphie, etc., ça rentre dans la catégorie des cultures dédiées, des cultures principales. Donc, c'est cadré, c'est 15% maximum. Après, ça dépend de l'intérêt, encore une fois, technico-économique et environnemental dans chacun des lieux.
pour répondre un complément et à la question d'un point de vue énergétique et alimentaire, faut-il mieux méthaniser les effluents d'élevage que les fourrages des animaux? C'est aussi la réflexion du changement alimentaire, comme le programme Négawatt, en disant si on diminue un peu la consommation de viande, qu'est-ce qu'on fait aussi des prairies, notamment qui ont un rôle, par exemple, qualité d'eau, protection de la ressource. Et là, on voit bien qu'on pourrait avoir un lien et un intérêt à méthaniser ces fourrages plutôt que de labourer ces prairies pour une approche environnementale. Même si les rendements ne sont pas énormes, c'est aussi valoriser des couverts qui n'auront peut-être plus de débouchés si la consommation de viande diminue un petit peu par rapport aux évolutions alimentaires dans quelques décennies. Merci Grégory. Tu m'as pris une question supplémentaire, c'est super, ça nous fait gagner un peu de temps. Arnaud pose la question, comment gérer des accidents climatiques sur une cive quand il n'y a pas de levée de culture en cive d'été par rapport à l'alimentation des méthaniseurs? Est-ce que ce n'est pas ça le principal problème par rapport au changement climatique de développement de la méthanisation? Si, c'est un gros problème et ça se gère par l'évaluation des capacités de production. Si c'est très variable en été, il faut pouvoir stocker. Donc, il y a des méthaniseurs qui prévoient dans leur plan, dans leur montage, un stockage sur 18 mois. Et il y a des agriculteurs qui étaient partis sur maximum de cives d'été qui aujourd'hui en sont revenus. Et les cives d'été, c'est peut-être plus que 20% de leur approvisionnement. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître dans tous les potentiels de chacune des cultures et c'est pour ça que cette régionalisation des recommandations est très importante. Et que cette culture en fonction des zones doit rester une opportunité. Si je reprends l'exemple par chez nous en zone intermédiaire, on ensème plutôt en logique, je couvre mes sols en restitution au sol. L'année où on a du rendement, on y va, mais le calcul du besoin énergétique et de fourrage est fait sur la cive d'hiver pour ne pas prendre de risques. Deux questions complémentaires là, de Geneviève. Qu'est-ce qui va changer dans la définition d'une cive dans le décret à venir? Et de Céline, est-ce qu'une cive en sursémie est réellement considérée réglementairement comme une cive, compte tenu du fait qu'on peut exporter une petite partie de la luzerne en culture principale? Alors, pour répondre à Céline, oui, pour le moment, c'est comme les systèmes Regramaïs, lequel est culture principale, lequel est culture cive. C'est pour ça que la réglementation va être précisée. Et qu'est-ce qui va changer? Écoutez, on attend les textes pour savoir ce qui va changer. Je ne suis pas devin, même si on a quelques échos. Mais a priori, la définition devrait se rapprocher un petit peu de contraintes de la PAC, de se rapprocher de déclaration de la PAC pour mieux suivre ses productions. Ok, alors je vais prendre deux dernières questions. Une question de Marco. Pensez-vous qu'il y aura une possible concurrence pour la production alimentaire et une augmentation de l'importation de biomasse bon marché de l'étranger? Est-ce qu'on va importer de la biomasse parce qu'on ne pourra pas faire suffisamment en France? C'est une vaste question et je pense que c'est déjà le cas en fait pour certaines filières. Après, pour les cives et pour la méthanisation, je pense que c'est un autre sujet. Des cives, on transporte de l'eau. Des cives, c'est 70 à 80% d'eau. Transporter de l'eau, ça coûte cher. Donc, je ne pense pas que… Voilà, ça peut se poser la question pour des biomasses sèches, pour d'autres voies de valorisation plutôt thermochimiques, je pense. Je ne suis pas spécialiste de cette question, mais mes connaissances actuelles, c'est la réponse que je pourrais faire. Je vais prendre la dernière question, Marie-Cécile, qui a eu peur que je ne la prenne pas parce qu'elle l'a remis une deuxième fois. Mais c'était par rapport à la conclusion, c'est important. Où en est la méthode méthanisation du label bas carbone? Là, c'est vraiment le lien avec le thème d'aujourd'hui. Comment des méthodes de grande culture et méthanisation vont-elles s'interconnecter? Les cives en sont probablement un élément clé. Vous avez des éléments sur le label bas carbone? Il y a eu un webinaire il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là. Je ne sais pas, Grégory, moi j'en ai un petit peu, mais comme tu veux. Disons que le label bas carbone, si on raisonne en disant je fais de la cive et je l'exporte d'un point de vue séquestration de carbone, en raisonnant trop rapidement, on va dire, c'est un effet plutôt défavorable, alors qu'on a bien vu autour de une approche globale qu'il faut avec l'ensemble des pratiques et l'aspect fertilisation. Donc voilà, c'est juste une réponse globale, pas du tout, je ne connais pas suffisamment la méthode, même si j'ai suivi un des webinaires dernièrement là-dessus. Mais déjà, je voulais dire attention à ne pas raccourcir trop vite en disant j'exporte, je ne vais pas être bon, quoi. Mais alors, pour préciser la réponse, donc oui, il y a un label bas carbone grande culture qui a été
validé, qui est en cours. Celui de méthanisation, je ne crois pas qu'il soit, et justement, c'est ce qui avait été proposé, c'est de les rapprocher. Et dès le début de la construction de ces labels, il avait été demandé de bien rapprocher les discussions pour savoir qu'est-ce qui était dans le champ de l'un ou de l'autre. Voilà. Le label bas carbone grande culture est validé et est utilisable. L'autre, je ne crois pas encore, et il y a des rapprochements qui sont prévus, bien sûr. Merci beaucoup. Il est presque 14 heures. Nous allons devoir nous quitter. Merci à tous les trois, Sylvain, Grégory, Hugo, et merci à tous les participants pour vos questions. On termine donc et la semaine prochaine, on abordera un thème de santé globale sur l'immunité des plantes dans la perspective du changement climatique. Bonne semaine à vous et à très bientôt. Au revoir à tous.